Voici le dernier moment de Marie Trintignant. Dans une chambre d'hôpital de Neuilly-sur-Seine, baignée d'une lumière blafarde, une actrice repose immobile. Elle n'a que 41 ans et son souffle fragile se confond avec le rythme monotone des machines. À son chevet, une mère Nadine serre une main qui ne répond plus. Le silence est lourd, presque sacré. Et dans ce silence résonne l'écho d'une nuit lointaine à Vilnius en Lituanie où tout a basculé. Quelques jours plus tôt, dans un hôtel du centre historique, derrière une porte close, une dispute avait éclaté. Au dehors, les passants profitaient d'un été tranquille, inconscient qu'un drame irréversible se jouait à quelques mètres d'eux. Les heures suivantes n'ont laissé que des traces confuses, des récits imparfaits et une vérité glaçante. La comédienne adorée du cinéma français venait de franchir sans retour possible la ligne fragile qui sépare la lumière de l'ombre. Marie Trintignant n'était pas seulement la fille d'un monstre sacré du 7e art Jean-Louis, ni le reflet de la caméra tendre mais exigeante de sa mère Nadine. Elle était une présence unique à l'écran, une intensité rare, une voix légèrement rauque qui portait en elle à la fois la fragilité et la révolte. Le public l'avait vue grandir, l'avait applaudie, l'avait parfois incomprise. Et pourtant, derrière chaque rôle, derrière chaque regard, se cachait une histoire plus intime, plus douloureuse que peu soupçonnait. Le 1er août de l'an 2003, à 10h30 du matin, les médecins annoncent officiellement son décès. La France entière s'arrête. Les journaux affichent son nom en une, les chaînes de télévision interrompent leur programme, les radios répètent la nouvelle avec une gravité inhabituelle. On parle d'elle comme d'une actrice talentueuse, comme d'une mère de 4 enfants, mais aussi comme d'une femme partie dans des circonstances que personne n'ose vraiment nommer. Et c'est là que réside le mystère, l'injustice, la brûlure. Car avant d'être une victime, Marie était une artiste incandescente, une femme libre en apparence, mais tourmentée à l'intérieur. Elle avait incarné des personnages brisés, des femmes en lutte, des héroïnes cabossées. Ce qu'elle jouait à l'écran, elle le vivait peu, être à sa manière dans l'intimité. Et ce paradoxe, cette frontière floue entre fiction et réalité, est ce qui rend son histoire si bouleversante. Derrière la violence du fait divers, il y a aussi une société qui détourne parfois le regard, un milieu artistique qui protège les apparences et un silence collectif qui trop souvent enferme les femmes dans leurs secrets. La disparition de Marie a fissuré ce silence. Elle a forcé la France à se confronter à une réalité dérangeante. Même les figures respectées, même celles qui semblent entourées, peuvent se retrouver sans défense face au pire. Ce récit que vous allez entendre n'est pas seulement celui d'une fin tragique. C'est aussi l'histoire d'une petite fille née dans une maison où l'on filmait plus qu'on ne parlait, d'une adolescente marquée par la perte d'une comédienne qui transformait ses blessures en art et d'une femme qui, au sommet de son talent, a vu sa vie s'arrêter brutalement, laissant derrière elle un vide que rien n'a jamais comblé. Voici le dernier moment de Marie Trintignant, une étoile dont la lumière continue de briller malgré la nuit qui l'a engloutie. Et dans ce voyage au cœur de ses souvenirs, de ses rôles et de ses secrets, une question restera suspendue. Comment une femme si aimée, si regardée, athée, elle put se retrouver seule face à l'irréparable? Pour comprendre les derniers instants de Marie Trintignant, il faut d'abord revenir aux premières pages de son histoire. Elle naît le 20 et 1 janvier 1962 à Boulogne-Billancourt, dans une famille déjà profondément ancrée dans le cinéma français. Son père, Jean-Louis Trintignant, est une figure respectée, connue pour son jeu subtil et cette intensité silencieuse qui a marqué des générations de spectateurs. Sa mère Nadine est réalisatrice passionnée, exigeante, une femme de caractère qui a toujours cherché à capturer l'émotion brute à travers sa caméra. Grandir dans un tel foyer, c'est baigner dans les images et les mots dès le plus jeune âge. Pourtant, ce n'est pas un univers tendre ni bavard. Les émotions se disent peu, elles se devinent. Dans la maison familiale, les silences sont longs, parfois lourds, et l'enfant apprend à ressentir plus qu'à exprimer. C'est dans ce climat singulier que Marie grandit, observant beaucoup, parlant peu, développant une sensibilité à fleur de peau. Dès ses premiers mois, elle apparaît dans un film de sa mère. Ce n'est pas un choix, mais une évidence, presque une fatalité. Le cinéma s'impose à elle, avant même qu'elle ne puisse décider. Ce rôle d'enfant filmé deviendra comme un fil rouge. Marie sera toujours sous le regard des autres, scrutée, admirée, parfois jugée, mais rarement protégée. Un drame intime va marquer son enfance à jamais. En 1972, à l'âge de 10 ans, sa petite sœur Pauline meurt brutalement d'un virus cérébral. La perte est insupportable.
Nadine s'effondre dans son chagrin, Jean-Louis se mure davantage dans son silence. Et Marie, elle s'enferme dans une mélancolie sourde. Elle commence à écrire des poèmes sombres, à parler seule, à cultiver un regard grave que les adultes trouvent étrange. On la décrit comme sauvage, distante, difficile à approcher. En réalité, elle porte une douleur trop lourde pour une enfant de son âge. À l'école, elle est brillante, mais instable. Son intelligence fascine ses professeurs, mais son hypersensibilité inquiète. Elle se sent souvent en décalage, comme si le monde extérieur avançait trop vite et qu'elle n'avait pas la force de suivre. Ses rêves ne sont pas encore ceux du cinéma. Elle se voit vétérinaire proche des animaux, loin des projecteurs, dans une nature apaisante. Mais le destin en décidera autrement. À 10 à 7 ans, Marie joue son premier rôle marquant dans Série Noire aux côtés de Patrick Dewaere. C'est une révélation. Le personnage est sombre, l'histoire crue, et pourtant elle rayonne. Elle est encore adolescente, mais déjà elle possède ce don rare de rendre ses personnages intensément vivants. Patrick Dewaere, acteur tourmenté, devient pour elle une sorte de miroir. Elle découvre à son contact qu'il est possible de transformer ses blessures en art, de puiser dans ses failles pour exister à l'écran. Cette rencontre autant artistique qu'humaine la marquera profondément. À partir de là, le cinéma ne la lâchera plus. Marie tourne sans relâche, souvent dans des films d'auteurs exigeants, parfois déroutants. Elle refuse les rôles faciles, les personnages creux. Elle veut de la profondeur, du vrai, de l'inconfort. Claude Chabrol la remarque et en fait son actrice fétiche. Avec lui, elle explore des femmes cabossées, ambivalentes, à la fois fortes et fragiles. Le public parfois ne comprend pas cette intensité, mais les critiques saluent sa singularité. Dans les années 80 et 90, elle devient une figure incontournable du cinéma français. Ses rôles ne laissent personne indifférent. Certains la trouvent dérangeante, d'autres fascinante. Elle n'est pas une starlette, ni une icône glamour. Elle est autre chose, une présence magnétique, une actrice qui vit ses rôles au point d'y laisser une partie d'elle-même. Parallèlement, sa vie personnelle est mouvementée. Elle aime passionnément, parfois à ses dépens. Elle devient mère de 4 enfants, qu'elle chérit plus que tout, mais son équilibre reste fragile. Entre tournage, maternité et relations tumultueuses, elle court sans cesse après une paix qu'elle ne trouve jamais vraiment. En 1997, son rôle dans Le Cousin lui vaut une nomination au César. En 2000, elle impressionne dans le téléfilm Victoire ou La douleur des femmes, où elle incarne une victime de violences conjugales. Ironie cruelle du destin, ce rôle qui lui permet de dénoncer l'injustice faite aux femmes précède de peu son propre drame. Lorsqu'en 2003 elle accepte de tourner Colette, une femme libre, c'est presque un rôle prophétique. Colette, l'écrivaine audacieuse, insoumise, rebelle, incarne cette indépendance que Marie revendique à l'écran, mais qu'elle perd peu à peu dans sa vie intime. Le tournage débute à Vilnius, en Lituanie. L'atmosphère est studieuse, mais autour d'elle, certains perçoivent déjà une tension sourde. Ainsi, quand on se penche sur le parcours de Marie, on comprend que sa vie entière a été un mélange d'éclat et de douleur, de force affichée et de fragilité intérieure. Derrière l'actrice célébrée, il y a toujours eu cette petite fille marquée par la perte, cette adolescente qui écrivait des poèmes sombres, cette femme qui cherchait désespérément un équilibre. Et c'est ce contraste permanent qui fait de son histoire une tragédie moderne, à la fois intime et universelle. Au début de l'année 2002, Marie Trintignant est à un moment charnière de son existence. Elle a 40 ans, une carrière riche, des enfants qu'elle aime profondément et un désir persistant de trouver une stabilité affective. Ses proches la décrivent comme fatiguée, mais toujours habitée par une énergie intérieure qui la pousse à enchaîner les projets. Derrière ses yeux sombres, il y a une quête, celle d'un amour absolu, d'une relation qui comblerait enfin ce vide qu'elle traîne depuis l'enfance. C'est dans ce contexte qu'elle croise la route de Bertrand Cantat, chanteur du groupe Noir Désir, icône du rock français, adulé pour ses textes brûlants et son charisme magnétique. Leur rencontre est placée sous le signe de l'évidence. Ils se reconnaissent dans cette intensité qui ne supporte pas les demi-mesures. Très vite, la passion s'impose. Pour elle, c'est la promesse d'un alter ego. Pour lui, c'est la fascination d'une actrice à la fois forte et vulnérable. Ensemble, ils semblent former ce couple fusionnel dont la presse raffole. Mais derrière les sourires affichés et les regards complices, une autre réalité se met en place. Les amis de Marie commencent à remarquer des changements. Elle se rend moins disponible à nul, des rendez-vous répondent de moins en moins aux sollicitations extérieures.
Comme aspirée dans un cercle où Bertrand occupe bientôt toute la place, elle s'éloigne de ses habitudes, de ses repères. Lorsqu'on lui en parle, elle balaie les inquiétudes d'un geste ou d'un sourire, prétextant un emploi du temps trop chargé. Pourtant, dans ces silences, on devine autre chose. Sur les plateaux de tournage, Marie reste d'une rigueur professionnelle exemplaire. Elle arrive préparée, connaît son texte, se livre totalement à ses personnages. Mais derrière la caméra, certains la trouvent plus nerveuse, plus fragile. Des tensions éclatent parfois entre elle et Bertrand, même en public. Rien de spectaculaire, mais suffisamment perceptible pour semer le trouble. La passion du début se transforme peu à peu en surveillance constante. Bertrand supporte mal la présence d'autres hommes autour d'elle-même dans un contexte purement professionnel. Les appels deviennent incessants, les visites surprises plus fréquentes. Cette vigilance pesante commence à isoler Marie. Des témoins racontent qu'ils l'ont vue arriver avec des marques suspectes sur les bras. Lorsqu'on l'interroge, elle détourne le sujet nie. Comme beaucoup de femmes sous emprise, elle protège celui qui la blesse. Ses amis inquiets tentent de l'alerter. Elle répond que tout va bien, qu'il faut comprendre Bertrand, qu'il est simplement passionné, excessif. Ces mots trahissent encore de l'admiration, une forme de justification. En 2003, Marie accepte de tourner Colette, une femme libre, une mini-série consacrée à l'écrivaine audacieuse et insoumise. C'est un rôle taillé pour elle, un rôle miroir. Sur le papier, Colette incarne tout ce que Marie voudrait être: indépendante, rebelle affranchie des conventions. Sur le tournage, elle se donne à fond. Mais hors caméra, ses collègues remarquent qu'elle paraît plus mince que jamais, qu'elle dort mal, qu'elle garde son téléphone toujours à portée de main, répondant immédiatement à chaque appel. Ses traits sont tirés, son sourire plus rare. Le tournage conduit l'équipe à Vilnius, en Lituanie. La ville est calme, presque figée dans son architecture néoclassique, mais derrière cette atmosphère, tranquille, la tension monte. Certains membres de l'équipe notent des disputes à voix basse, puis des éclats plus vifs, toujours rapidement étouffés, derrière des portes closes. Un maquilleur confiera plus tard qu'il avait senti Marie sous tension permanente, oscillant entre éclats de rire nerveux et silence pesant. À mesure que Juillet avance, l'ambiance se dégrade. Les scènes à tourner se raréfient, mais l'air autour de Marie semble de plus en plus lourd. Ses collègues s'interrogent, mais personne n'ose vraiment intervenir. Après tout, Marie est une professionnelle, habituée au tourment de ses rôles. On se dit qu'elle gère, qu'elle saura faire face. Pourtant, certains détails la trahissent: ses mains, qui tremblent légèrement, ses absences de quelques secondes, ce regard qu'elle perd parfois dans le vide. Le 26 juillet 2003, la journée s'achève dans un calme apparent. Marie parle de ses projets futurs, d'un retour au théâtre, comme pour conjurer l'inquiétude. Mais au fond, quelque chose a déjà cédé. Dans la chambre d'hôtel partagée avec Bertrand, la dispute éclate. Les mots deviennent lourds, la jalousie en est le moteur. Puis vient ce silence oppressant, ce moment suspendu, où l'on devine que plus rien ne sera comme avant. À l'extérieur, personne ne sait encore ce qui se joue. Dans les couloirs, le calme règne, les clients se reposent. Pourtant, dans cette chambre au rideau, tirée, la vie de Marie bascule. Lorsque le silence retombe pour de bon, une page terrible s'est tournée. Ce qui devait être un tournage consacré à l'histoire d'une femme libre s'achève dans l'écho d'un enfermement tragique. C'est ici que l'intrigue atteint son point de non-retour. Quelques heures plus tard, la nouvelle commencera à se répandre parmi l'équipe, puis au-delà des murs de l'hôtel. Mais pour Marie, il est déjà trop tard. La nuit du 26 juillet 2003, dans un hôtel discret de Vilnius, un drame silencieux se noue derrière une porte close. À l'extérieur, la ville dort indifférente. Dans les couloirs, tout semble calme. Pourtant, à l'intérieur de cette chambre, des voix s'élèvent, des mots se heurtent. Puis, soudain, plus rien qu'un silence oppressant, lourd comme une chape de plomb. Quelques instants plus tard, Marie gît inconsciente. L'inquiétude gagne. Bertrand appelle d'abord Nadine, la mère de Marie, évoquant un malaise, puis prévient les secours. Mais les médecins de Vilnius comprennent vite la gravité. Transportée en urgence, la comédienne est plongée dans un coma profond. Les lésions sont sévères et le pronostic vital est déjà engagé. Pendant 4 jours à l'hôpital lituanien, la vie de Marie tient à des machines, à des gestes techniques, à l'espoir fragile d'un réveil. Autour d'elle, les proches s'effondrent. Nadine rejoint sa fille sans la quitter, veillant chaque minute à son chevet. Les heures s'égrènent identiques et cruelles. La presse commence à s'agiter.
Les rumeurs circulent. Le public ignore encore l'ampleur du drame, mais un voile d'inquiétude s'installe. Le 31 juillet, un avion médicalisé rapatrie Marie en France. Elle est transférée à la clinique Hartmann de Neuilly, sur Seine. La capitale encore insouciante de l'été s'apprête à recevoir une vérité terrible. Dans cette chambre d'hôpital aux murs clairs, les machines poursuivent leur combat. Mais le corps de Marie ne répond plus. Le 1er août à 10h30 du matin, les médecins prononcent son décès. Elle avait 41 ans. La nouvelle traverse la France comme une onde de choc. Les rédactions interrompent leur programme. Les visages à la télévision sont graves. Les titres de journaux s'alignent « Marie Trintignant est morte ». Pour beaucoup, c'est l'incompréhension totale. Comment une actrice si respectée, mère de 4 enfants, a-t-elle pu disparaître ainsi au cœur d'un fait divers qu'on peine à nommer? Les détails médicaux sont glaçants: œdème cérébral massif, fractures multiples au visage. Pas d'armes, seulement la brutalité d'un excès de violence. Mais au-delà des termes cliniques, il y a une réalité insupportable. Une femme est morte des suites d'une dispute amoureuse. La France s'interroge. Les débats s'enflammant. Les mots crime passionnel circulent encore, mais déjà une autre expression s'impose: violence conjugale. Ce drame intime devient une affaire publique, un miroir tendu à une société qui trop souvent détourne le regard. Le 6 août, au cimetière du Père-Lachaise, une foule dense et silencieuse accompagne son cercueil. Les visages sont familiers: Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Michel Piccoli, tant d'autres figures du cinéma français. Les pas sont lents, les regards baissés. Aucun mot n'est nécessaire. Sur la pierre, une simple inscription: Marie Trintignant, actrice, 1962-2003. Pas d'épitaphe, pas de phrase, seulement la vérité nue d'une vie interrompue. Dans l'assistance, les larmes coulent discrètement. Nadine, digne dans sa douleur, serre les poings. Elle ne pardonnera jamais. Quelques mois plus tard, elle réalisera un film hommage Marie, mère et femme, pour rappeler que derrière l'actrice, il y avait une mère aimante, une femme pleine de rire et de tendresse. Elle y dévoilera des images intimes comme un cri d'amour autant qu'un cri de colère. Pour ses 4 enfants, l'absence est abyssale. Roman Kolinka, l'aîné, choisira plus tard de suivre le chemin artistique, mais en restant dans l'ombre, refusant les projecteurs trop vifs. Paul Léon et Jules grandiront avec ce manque impossible à combler. Pour eux, ce jour-là, ce n'est pas une star qui a disparu. C'est leur mère, leur repère, leur refuge. Le procès de Bertrand Cantat s'ouvre à Vilnius en mars 2004. La sentence tombe: 8 années de prison dont il ne purgera que la moitié. Pour une partie de l'opinion, la peine est trop légère. D'autres parlent d'un verdict conforme à la loi. Mais derrière les débats judiciaires, une certitude demeure: rien ne pourra effacer l'absence de Marie. Ce drame devient rapidement un symbole. Dans les médias, dans les associations, dans les débats politiques, le nom de Marie Trintignant revient comme un rappel. Sa mort met en lumière une réalité longtemps tue: l'emprise, la jalousie, les violences qui se cachent derrière les murs des foyers, parfois même derrière l'image idéale d'un couple admiré. À chaque rediffusion de ces films, l'émotion renaît. Le public ne regarde plus ces rôles de la même manière. Dans ses yeux, certains devinent une urgence, une fragilité. Chaque plan devient chargé d'une résonance nouvelle, comme si déjà Marie y avait laissé un pressentiment. Ces personnages brisés, ces femmes, en lutte, apparaissent désormais comme des échos de son propre destin. Et c'est peu être cela la vérité la plus noire: Marie, qui avait tant donné au cinéma, qui avait incarné la douleur et la force, est devenue, malgré elle, un symbole de ce qu'elle dénonçait à l'écran. Sa mort a fissuré le silence, obligé la société à regarder en face ce qu'elle préférait ignorer. Regarder le destin de Marie Trintignant, c'est se confronter à une vérité qui dérange. Cette femme que l'on croyait entourée, protégée par son nom illustre et par sa réussite, a malgré tout sombré dans une spirale d'isolement et de silence. Cela montre que la notoriété, la reconnaissance professionnelle, même l'amour d'une famille, ne suffisent pas toujours à protéger de l'emprise. À l'écran, Marie incarnait souvent des héroïnes cabossées, des femmes en lutte, parfois victimes de violences. Le paradoxe cruel, c'est que ces rôles qui semblaient n'appartenir qu'à la fiction ont fini par résonner avec sa propre vie. La frontière entre l'art et la réalité s'est brouillée jusqu'à devenir insupportable. Et ce miroir glaçant nous oblige à réfléchir combien d'autres femmes moins connues vivent la même histoire dans l'ombre,
La société a longtemps parlé de drame passionnel pour décrire ces faits, comme si la passion pouvait justifier l'injustifiable, comme si l'amour pouvait être une excuse à la violence. Mais la mort de Marie a fissuré cette illusion. Elle a révélé au grand jour une réalité trop longtemps ignorée, celle de la violence conjugale, de l'emprise insidieuse de cette cage invisible qui se referme lentement sur ses victimes. Ce qui choque encore, c'est que des signes existaient. Ses proches avaient pressenti un malaise, ses collègues avaient remarqué des changements. Mais personne n'a osé ou n'a su franchir la ligne de l'intervention, parce que l'on ne veut pas déranger, parce que l'on espère que ce n'est pas si grave, parce que l'on croit que l'amour suffira à réparer. Et pourtant chaque silence pèse, chaque hésitation peut coûter une vie. En perdant Marie, le cinéma français a perdu une actrice unique, capable de donner chair à des personnages intenses et complexes. Mais au-delà de l'artiste, c'est une femme, une mère, une fille qui a disparu. Et c'est cela qui rend cette histoire universelle. Car ce drame n'appartient pas seulement au monde du spectacle, il nous concerne tous. Il interroge nos responsabilités collectives, notre regard, notre capacité à agir. Et vous, qu'en pensez-vous? Aurait-on pu éviter ce destin si quelqu'un avait eu le courage d'intervenir à temps? Ce silence qui a entouré Marie, combien d'autres le vivent encore aujourd'hui? Il y a des fins que l'on accepte et d'autres qui laissent un goût d'inachevé, une plaie qui ne se referme jamais. Le départ de Marie Trintignant appartient à cette seconde catégorie. Un adieu brutal, inattendu, qui résonne encore 20 ans plus tard comme une énigme douloureuse. Elle était une enfant née sous les projecteurs, mais qui cherchait toujours ailleurs une lumière plus douce, plus intime. Elle était une actrice capable de bouleverser par un regard, par un souffle, par une vérité brute que peu osaient exprimer. Et derrière cette intensité, il y avait une femme fragile en quête d'amour, en quête d'apaisement, en quête d'une place qui ne se réduisait pas à un rôle. Aujourd'hui, son nom demeure associé à un combat plus large que sa propre vie. Il rappelle que la violence ne se cache pas seulement dans les ruelles sombres, mais parfois derrière les murs des foyers, derrière l'image lisse d'un couple en apparence parfait. Il rappelle que même celles que l'on croit fortes et admirées peuvent en silence se sentir prisonnières. Mais au-delà du symbole, il reste l'artiste. Marie laisse derrière elle des films qui continuent de hanter les spectateurs, des personnages qui respirent encore une intensité qui ne s'éteint pas. À chaque rediffusion, son visage réapparaît et l'on se surprend à chercher dans ses yeux une vérité supplémentaire, un secret laissé en héritage. Et puis, il reste la mère. Les 4 enfants qu'elle a portés, qui ont grandi dans l'ombre d'un drame, mais aussi dans la mémoire d'une femme aimante. Pour eux, elle ne sera jamais une tragédie médiatique. Elle restera une présence, un rire, une tendresse, un parfum de vie, trop tôt disparu. Certaines étoiles s'éteignent, mais continue de briller longtemps dans le ciel nocturne. Marie est de celle-là. Sa lumière n'est plus visible à l'œil nu, mais elle demeure vibrante dans le cœur de ceux qui l'ont aimée dans les films, qui l'ont immortalisée dans le combat qui porte désormais son nom. Et lorsque l'on ferme les yeux, on peut presque l'entendre encore, sa voix légèrement rauque, ses mots simples, ses silences éloquents. Un murmure qui nous rappelle que rien n'est acquis, que la vie tient à peu de choses et que la mémoire, elle reste. Voici le dernier instant de Marie Trintignant. Un instant figé, mais qui paradoxalement continue de nous parler. Parce que son absence est devenue une présence. Parce que son histoire, aussi douloureuse soit-elle, éclaire encore nos consciences.